Yeah, yeah. Drinking dope turned me to a superhero, yeah. Oh! That's it! Oh! Superman! Oh! Lighten him up at MSG! Ryan Spann knocks Dominic Reyes out cold! No. That is a degenerate... Undisputed welterweight champ! The belt's headed to the UK! It's time! Yeah. Bonjour à tous les amis, ravi évidemment de vous retrouver et cette fois-ci on va proposer un nouveau format, oui, parce que vous êtes des habitués de nos previews, de nos débriefs des événements de l'UFC et pas que, vous êtes des habitués aussi parfois de nos petits débats avec Lionel sur des sujets d'actu. Et justement, on avait fait un sujet d'actu quand on avait su que le gros combat à venir à l'UFC Paris n'était pas que Cyril Gane, Serghei Spivak, mais aussi Manon Fiorot contre Rose Namajunas. Et bien aujourd'hui, on a la chance, le privilège de pouvoir interviewer Manon Fiorot qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Manon. Bonjour, merci. C'est évidemment avec Lionel. Bonjour Lionel, bien sûr. On a connu de toujours qui est toujours avec nous. Bonjour Manon et merci surtout. Tout à fait. Manon, évidemment, c'est l'autre porte-drapeau du MMA français, une femme qui, j'en suis sûr, est une référence pour nombre de jeunes combattantes qui s'essayent à cette discipline aussi complexe que fascinante, notamment depuis la légalisation du MMA en France qui remonte à il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, vous êtes numéro 2 mondial dans la catégorie qui, on pense avec Lionel, en tout cas, est la plus relevée chez les femmes à l'UFC. Elle combattra donc début septembre face à un grand nom, double championne dans la catégorie du dessous, Rose Namajunas. On est à quelques jours du combat, Manon, quelques bons jours encore. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des sensations, de l'état d'esprit du moment? Où est-ce que vous en êtes dans la prépa? Physiquement, comment ça va, tout simplement? Écoute, tout va bien. La préparation s'est très bien passée. On a fait venir pas mal de sparring, de nouvelles filles pour m'aider pour ce combat qui ressemblait du coup au style de Rose. Mais franchement, c'est une préparation quasi parfaite. Les genoux, plus de douleur. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Super. Et là, on est dans quelle phase là? On est à peu près, quand on tourne l'interview, on doit être à 2 semaines et demie de l'UFC Paris, donc ce sera le 2 septembre. On en est où là? En fait, là, le gros de la préparation, il est vraiment fini. Je fais plus de sparring, pour pas risquer de se blesser. Là, c'est vraiment, on maintient un peu les acquis. Il y a beaucoup de travail technique aux pattes. Et il y a surtout toute la perte de poids encore qui reste à faire pour le combat. Mais voilà, je suis dans les temps et tout se passe bien. Vas-y Lionel, vas-y. Non, j'ai demandé, et du coup, d'un point de vue moral, est-ce qu'on ne pense qu'au combat quand on est, ou alors c'est encore peut-être trop lointain, il n'y a pas encore une réalité concrète, si je puis dire? Non, là, franchement, je commence à y penser. J'y pense tous les jours. Là, je sens que je commence vraiment à me mettre dedans, en fait. Là, on y est, quoi. Je sens que ça se rapproche et je suis vraiment dedans, mais voilà, je suis vraiment contente et en fait, j'ai hâte d'y être. C'est un peu la période qui est la plus longue, en fait, parce qu'on est proche du combat, mais à la fois, il reste quand même quelques jours et en fait, c'est court, mais c'est long à la fois. J'imagine. J'ai envie qu'on prenne le temps, Manon, si vous voulez bien, de revenir donc sur la blessure au genou qui vous a évidemment handicapé, et vous l'aviez dit, dans le combat contre Chookagian, donc le dernier combat en date en l'occurrence. J'ai envie qu'on y aille un petit peu chronologiquement. L'opération, bien sûr, c'est une grosse opération, c'est fastidieux, c'est difficile. Voilà, c'est une journée qui est compliquée. Les premiers jours, les premières semaines, comment est-ce que vous les avez vécues? Parce que c'est une blessure qui est nouvelle, c'est une blessure qui dégage en soi on se découvre encore plus en fait avec une blessure comme celle-ci. Oui, alors pour moi c'est pas nouveau parce que je m'étais déjà fait les ligaments croisés. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais là c'était beaucoup plus à l'époque j'étais pas encore vraiment sportif de haut niveau, donc ça a été beaucoup plus dur d'ailleurs. Là on a vraiment tout mis en place pour que tout se passe au mieux, la réathlétisation, la préparation après pour revenir au top. Là, ça a été juste compliqué les 2 semaines après l'opération où j'ai eu beaucoup de douleurs en fait. Mais voilà, ça dépend vraiment de chacun et on peut rien y faire. Donc ça a été compliqué juste ces 2 semaines après l'opération
voilà, où j'étais allongée, où on peut vraiment pas faire grand-chose. Mais après, moi, j'avais besoin de repos, donc ça me dérangeait pas forcément là de rester allongée pendant ces semaines, parce que j'avais vraiment une grosse préparation. Ça avait été des mois des mois de préparation compliqués, parce qu'il y avait déjà eu une douleur au genou. En fait, il y avait une rupture partielle avant le combat. Donc, je m'étais entraînée avec beaucoup de douleur. Et en fait, ces 2 semaines post-opération, elles m'ont fait du bien. Ça me dérangeait pas forcément d'être allongée. C'est juste les douleurs qui ont été un peu compliquées. Mais après, très vite, on a commencé avec les kinés et tout le travail de réathlé. En plus, avec cette blessure-là, c'est vrai qu'on a des jours qui sont très difficiles au début. Puis après, malgré tout, on switch très vite parce qu'il y a beaucoup d'étapes à passer. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais j'imagine que quand vous avez commencé à juste récupérer un peu de flexion, récupérer un peu de mobilité, en fait, quand on est sportif de haut niveau, j'imagine qu'on appréhende les choses avec plus de positivité peut-être qu'un lambda. C'est ça, en fait, il y a toujours des étapes à passer. Et en fait, chaque semaine, on est content parce qu'on voit que ça progresse. Après, des fois aussi, ça stagne un peu, mais c'est un peu comme dans l'entraînement, en fait. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, faut faire avec. C'était des longues journées, en tout cas. Je crois que c'était aussi long que quand je m'entraîne, en fait, quand je prépare un combat, parce qu'il y avait les kinés, les soins. Après, du coup, je faisais beaucoup de visualisation pour mes combats dès que ça commençait à aller mieux. Donc, on faisait toute cette partie où je regardais beaucoup de combats. En fait, les journées, elles étaient toutes aussi chargées, quoi. Lionel, peut-être, ouais. Oui, moi, je voudrais revenir sur une question qu'a posée Clément il y a 2 minutes. Est-ce qu'il parlait de mieux vous connaître à travers cette blessure? Est-ce que si on peut trouver un côté positif, si vraiment je regarde le verre à moitié plein, ça vous a montré, ça nous a montré en tout cas en tant que spectateur, que même avec un genou en moins et une intégrité physique qui n'était pas... Le combat a été remporté quand même. Le combat a été très bien géré. Le combat a été mené au bout. Donc du coup, est-ce que c'est aussi un enseignement pour l'avenir de se dire, je peux le faire, je suis passé à travers ça, et si jamais un jour, de nouveau, je suis blessé en combat, je paniquerai pas, je suis déjà passé par là. Oui, tout à fait. En fait, j'avais toujours cette appréhension d'ailleurs jusqu'à maintenant, j'avais remporté tous mes rounds en fait à MMA à chaque fois que je combattais. Et en fait, j'avais toujours cette appréhension comment ça se passe si un jour je perds un round. Et du coup, c'est ce qui s'est passé à Abu Dhabi, puisque le premier round, je le perds. Enfin, c'était très serré, mais pour moi, dans ma tête, je le perdais. Et du coup, je sais que j'avais cette douleur au genou qui est apparue. Et ça m'a montré qu'en fait, je restais très calme. Et on a vu avec mon coach comment on allait gagner les 2 rounds suivants. Et il n'y a pas eu d'inquiétude ni rien. Donc, au final, oui, c'est du positif pour la suite. Parce que c'est avec des épreuves comme ça qu'on s'améliore aussi. Tout à fait, ouais. Et dans cette période où, comme vous le disiez, vous avez pris le temps de vous reposer, vous avez pris le temps d'étudier le game un petit peu, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin par rapport à cette question parce que le MMA est un sport évidemment complexe qui demande des qualités intellectuelles qui sont quand même assez importantes. On le sous-estime peut-être même un petit peu. Qu'est-ce que vous avez un peu travaillé aussi dans ces 5-6 mois pour étudier, que ce soit Rose, mais même d'autres combattantes, j'imagine, dans la KT? Ouais, j'ai fait beaucoup de visualisation, chose que en fait je faisais pas forcément avant parce que je passais beaucoup de temps à l'entraînement, beaucoup de temps sur le tapis et du coup quand je rentrais à la maison, j'avais pas forcément envie de regarder des techniques et tout ça. Donc pendant cette période, j'ai vraiment amélioré en fait du coup ça a marché puisque j'ai vraiment amélioré ma technique, je l'ai vu après au retour à l'entraînement en fait les choses elles me venaient comme ça et parce que j'avais tellement regardé de vidéos, de techniques, d'analyses que en fait je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup servi aussi et chose que maintenant j'intègre dans ma préparation. Même pour ce combat, j'ai déjà beaucoup regardé de combats de Rose. Mes combats précédents, je regardais les combats vraiment la semaine du combat. Après, mon coach a toujours fait le taf, donc je savais, il savait les techniques de l'autre, je savais à quoi m'attendre. J'avais toujours un game plan et tout, mais moi, j'aimais pas forcément regarder. Et là, c'est vraiment ce qui a changé maintenant. Je regarde beaucoup de combats, mais vraiment tous les combattants, pas que ma catégorie. Mais surtout aussi, je regarde beaucoup de vidéos techniques. Ok. C'est intéressant, je pense, de voir cette évolution qui, au final, de ce que je vois aussi de la carrière qu'ont certains qui combattent parfois 3 fois par an, garçons comme filles évidemment, on a l'impression, on en parle des fois dans les podcasts avec Lionel, que certains en fait ils prennent pas le temps d'étudier, ils prennent pas le temps de progresser techniquement. Ils sont dans l'idée de monter dans les rankings, faire de la fame, faire de l'argent aussi évidemment, on va pas se mentir.
Quelque part, je me demande si c'est pas un passage obligé pour passer le cap supplémentaire. Évidemment, avec vous, Manon, il y a évidemment le cap de la ceinture qui est obligatoire, qui est la suite logique. Moi aussi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein en me disant peut-être que ce temps d'étudier va vous faire passer le cap, le dernier cap en fait à passer avant Valentina ou avant Grasso ou avant peu importe qui sera la championne quand vous aurez title shot quoi. Ouais, bah, c'est ça. J'ai vraiment, en fait, cette période de repos, en fait, elle m'a vraiment fait du bien. Parce que je dirais que jusqu'à maintenant, en plus, j'enchaînais vraiment les combats et j'avais pas vraiment le temps de réfléchir à tout ça, en fait, à la suite et tout. Mais ouais, non, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, au final, cette période de. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Oui, Lionel, vas-y, pardon. Je viens à l'UFC Paris juste après. Oui, absolument. Juste une dernière question sur le sujet. Est-ce que du coup, vous êtes devenue une fan de MMA en tant que spectatrice? Oui, après, franchement, je l'étais déjà. Hein. Mon mari, il est coach aussi, donc en fait, on n'a pas trop le choix. Il est obligé de regarder des vidéos de MMA tout le temps, en fait, même quand c'est pas moi qui combat, ça va être un autre combattant, et forcément, il est obligé de faire le travail à la maison. Donc, à la télé, à la maison, il y a souvent des combats de MMA à la télé. Donc, j'ai toujours en fait regardé beaucoup de MMA, mais c'est vraiment juste la partie technique que je m'attardais moins avant. Et maintenant, vraiment, en fait, sur des actions, des combats, je me dis, attends, remets en arrière, comment il a fait ça? Je pose des questions, en fait, sur pourquoi il a mis la main comme ça, voilà, c'est vraiment ça qui a changé. Regarder des combats, j'en ai tout regardé. Et juste, je te redonne la main, Clément, après. Est-ce que du coup, ça vous a donné, alors là, vraiment, je suis dans un futur lointain, des idées ou des envies de peut-être plus tard coacher à votre tour? Oui, je pense, on s'est déjà posé la question. C'est une chose que j'envisage peut-être, mais pour l'instant, je suis pas sûre parce que je me dis peut-être qu'à la fin de ma carrière, j'en aurai un peu marre de ce milieu-là et peut-être envie de faire autre chose, mais pourquoi pas. Bon, allez, parlons de l'UFC Paris qui arrive, donc le 2 septembre prochain, là, quand on tourne, voilà, c'est dans 2 semaines. Déjà, c'est particulier pour vous, Manon, parce que déjà, c'est le co-main event cette année. Derrière, après, ce sera le combat de Cyril contre Sergei Spivak. Puis c'est le premier UFC Paris, en l'occurrence, parce que l'année dernière, donc voilà, il y avait le combat contre Choukagian, mais c'était à Las Vegas, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas, c'était aux États-Unis. Abu Dhabi, pardon. C'était même pas aux États-Unis. J'aurais dû prendre la note. Je me le noterai la prochaine fois. Combattre à Paris, combattre en France, se défendre devant son public, l'émulation, l'effervescence que ça va attirer. J'imagine que ça rajoute quelque chose. Est-ce qu'il fallait vraiment quelque chose en plus? Je ne sais pas, mais là, le sel, il est magnifique. Oui, en fait, du coup, quand je pense à ça, je suis juste contente et j'ai hâte d'y être parce que je pense que ça va être forcément une grosse pression parce que je vais être devant mon public, tout ça, mais par rapport au dernier combat du coup que j'ai vécu à Abu Dhabi, où j'étais aussi en carte principale dans des plus gros UFC de l'année, où j'étais blessée, je le savais, j'avais des douleurs au genou et où surtout le combat s'est pas passé comme je voulais. Je pense que là, l'UFC Paris, je sais que j'arrive à 100%, que j'ai fait un super camp d'entraînement, donc la pression elle est quand même moins. Et en fait là, j'ai vraiment juste hâte d'y être. On a moins de pression d'ailleurs quand on réussit aussi bien un training camp. C'est une question qui me vient. Oui, non, là, franchement, c'est un des plus parfaits training camps que j'ai fait. Il n'y a pas eu de blessure. Je sais que j'ai vraiment fait le taf à 100%. Ma préparation physique, elle est top. Parce que là, c'est la fin, donc je peux le dire. Le top de ma forme. Franchement, on a tout amélioré en fait depuis le précédent combat. Donc forcément, il y a toujours un petit peu de stress. Hein. Ça, c'est normal et ça fait partie du combat. Et je suis contente de l'avoir parce que sinon, ça irait pas. Mais voilà, toutes les conditions sont là pour que tout se passe bien. Combat exposé, vous l'avez dit, combat à domicile, et puis combat hyper excitant face à une combattante qui a fait rêver beaucoup de gens ces dernières années. Avant un fléchissement, voilà, c'est une personnalité particulière, une combattante particulière, Rose Namajunas. Nous, on s'est posé une question quand on a fait le podcast un peu à chaud avec Lionel. Pourquoi, et je pense que vous allez pouvoir nous répondre assez facilement et qu'on comprenne bien, pourquoi pour vous, le clan, comme vous également Manon, pourquoi c'était une target privilégiée pour vous, Rose Namajunas? Tout simplement parce que c'est un nom en fait, elle est connue du grand public et c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai fait des gros combats contre des top 5 de la catégorie mais pas très connus. Donc pour moi et pour nous, pour l'équipe, on avait vraiment besoin de ce combat pour me mettre en avant tout simplement et on a su que Rose voulait monter de catégorie, du coup on a vraiment poussé pour avoir ce combat. Lionel?
Oui, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que votre coach, ça fait des mois, je ne saurais pas dire exactement la date, mais des mois que le nom de Rose avait été prononcé. Et à l'époque, personne n'y croyait vraiment, ou on se disait pourquoi il dit ça. Et quand le nom de Rose est sorti, la première pensée qui m'est venue, c'est OK, d'accord. Il a réussi. Tout a été ouais, tout a été en ce sens, ouais, exactement. Et du coup, moi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez senti, en provenance des États-Unis, un changement envers vous depuis que Rose a accepté, depuis que vous avez pris le combat contre Rose? Est-ce qu'on parle plus de vous, j'imagine? Je pense, après, la vérité, je suis pas beaucoup sur les réseaux et tout ça. Surtout là, à l'approche du combat, je regarde de moins en moins. C'est plus mon coach qui voit un peu ça. Mais oui, forcément, ça parle. Et Rose est très connue aux États-Unis. Donc, oui, je pense que ça va vraiment permettre voilà, de me faire connaître de tout le monde. En plus, la catégorie, je le disais un peu en ouverture de podcast, la catégorie, elle a pris en densité, en talent ces 2-3 dernières années. D'ailleurs, vous êtes un peu la pionnière de ça, hein, puisque vous, ça fait plus de 3-4 ans maintenant que vous êtes dans cette redynamisation de la catégorie. On a parlé, notamment dans le podcast dédié, d'une certaine Erin Blanchfield qui a gravi plusieurs échelons en battant Molly McCann, en battant Jessica Andrade, notamment. C'est aussi, je trouve en tout cas, une très bonne manière pour vous de retrouver très vite ces conversations très intéressantes, la question de la ceinture, etc., en allant chercher Rose, parce que c'est vrai que Blanchfield, elle a récupéré pas mal de la hype que vous aviez générée ces dernières années, quoi. On a l'impression, en tout cas. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que Erin a affronté des adversaires, je pense, vraiment moins fortes que moi, mais beaucoup plus connues, que ce soit Molly McCann ou Jessica Andrade. Alors que, on le voit, de toute façon, les adversaires qu'elle a pris, derrière, ces adversaires-là, elles ont toutes perdu. Ouais, c'est vrai. Donc, le niveau n'était pas exceptionnel. Alors que moi, les filles que j'ai affrontées, elles sont sur 2 ou 3 victoires d'affilée, là, jusqu'à maintenant. Donc, on voit la différence de niveau. Le problème, c'est que je n'ai pas affronté les adversaires les plus connus du grand public. Et elle a eu beaucoup de réussite, il faut le dire aussi, pour son segment. Bah bien sûr. Et puis il y a aussi la question de la match-up qui, moi, je trouve que c'est un combat absolument passionnant, stylistiquement aussi entre vous et Rose. Le striking et la boxe pure, quand on le regarde nous comme ça d'un point de vue extérieur, vous êtes en avantage sur Rose de ce point de vue-là. C'est une combattante aussi qui se déplace extrêmement bien. Qu'est-ce qui dans la perspective de combat est pour vous le plus important? Le cadrage, bien se déplacer, racontez-nous un petit peu. Oui, on a beaucoup insisté sur le cadrage et le fait qu'elle se déplace beaucoup et qu'il va falloir être patiente, en fait, pas se jeter, prendre le temps, venir la cadrer. Et voilà, je pense que ce qui va être un peu compliqué en début de combat, parce que quand on a un adversaire comme ça qui bouge beaucoup et tout, puis quand le combat débute, c'est souvent compliqué. Mais voilà, je sais qu'il faut que je reste patiente, que je fasse mon travail, que je la cadre. Et voilà, après, on a tout étudié. Donc, j'ai plusieurs game plans. Après, je suis bien dans le striking, mais si ça va pas comme je veux, je peux aussi lutter. En grappling, je pense que je tue aussi. Et en lutte aussi, parce qu'il va y avoir, je pense, une différence de gabarit. Quoi qu'il arrive, elle vient des 52 kilos. Moi, je suis une des plus grosses, 57 kilos de la catégorie et une des plus grandes. Donc, il va y avoir un écart de puissance aussi. Donc, moi, je sais que j'ai plusieurs cartes. Après, on a pris un sparring du coup qui lui ressemblait beaucoup à la salle, que j'ai pas eu besoin de venir par contre parce qu'il s'entraîne avec moi. C'est un amateur jeune mais qui a la même taille que Rose, le même gabarit et qui est exactement pareil dans les déplacements, qui bouge beaucoup. Donc j'ai fait toute ma préparation avec lui, plus bien sûr d'autres sparring qu'on a fait venir, des filles et tout. Mais ouais, je pense qu'en tout cas on a bien préparé ce combat. Lionel, peut-être? Oui, pour revenir sur le gabarit, moi, j'ai des craintes pour Rose moi, je suis sceptique sur cette montée, en fait. Voilà, moi, je suis vraiment parce que l'une de ses grandes forces, c'était en 52, c'était sa vivacité, son explosivité, son inventivité, parce qu'elle bouge tellement vite, sa fluidité qui lui permet d'improviser. Je ne suis pas certain qu'avec 5 kilos de plus, voire plus le soir du combat, elle sera en mesure de conserver ces qualités-là. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez pensé vous avez un peu répondu, mais vous avez imaginé une confrontation peut-être vraiment sur la puissance pure? Parce qu'on a vu des photos d'elle qui sont sorties. Ça se voit qu'elle a pris au niveau musculaire. Et j'ai l'impression qu'elle axe sa communication un peu là-dessus aussi. Ouais, après, on peut pas réellement savoir comment en fait elle a préparé cette montée, mais vu le temps a été assez court pour moi, donc je pense pas que ça soit optimal.
je pense pas qu'elle ait eu le temps de faire une belle montée ayant pris beaucoup de masse musculaire. Déjà, même un 52, c'était pas un gabarit très costaud, quoi. Donc, je sais pas. Après, je sais pas comment elle a préparé ça, mais bon, moi, dans ma tête, je me dis qu'elle a préparé ça et qu'elle sera au top et que voilà. Mais je pense quoi qu'il arrive, avoir physiquement être au-dessus. Il y a autre chose dans le jeu de Rose que j'avais envie de relever. Moi, c'est son travail de feinte. Et je ne peux pas occulter le chaos sur Weili Zhang, où elle le set-up tellement bien son high kick que vraiment c'est. Mais ça, je sais que vous l'avez évidemment étudié beaucoup mieux que moi et tout. Mais au-delà du fait de la vivacité, ça, il y a quelque chose qui, en montant de catégorie, elle va le conserver. C'est son travail pour brouiller les pistes. Pour vous forcer à avoir un déplacement qui ne sera pas forcément le bon, etc. Là-dessus aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Est-ce que c'est pas ça finalement le plus gros danger dans ce combat-là contre elle en fait? Ouais, en fait, ce qu'on a beaucoup analysé, c'est surtout sa précision. En fait, elle est très précise sur ses coups. Sur ses high kicks, bon, faut dire la vérité, elle a beaucoup de réussite. Parce qu'un high kick jambe avant qui met KO comme ça, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de réussite. Mais en fait, ce qui revient à chaque fois, par contre, c'est sa précision. Donc voilà, je sais quoi qu'il arrive, ses coups ils sont précis. Elle tape trop menton, pointe du menton. Donc oui, on a travaillé ça, le travail de garde et tout pour jamais être exposé. En fait, on a vraiment mis l'accent là-dessus, c'est qu'elle est précise. D'accord, ok. Et justement, Rose, et ça c'est le bon timing de cette interview, c'est génial, je pense que moi en tout cas j'ai bientôt fini et je vais finir là-dessus. Rose donc du coup a été interviewée par le MMA Award, donc média américain, et on lui a évidemment posé la question de la match-up et de vous, Manon en l'occurrence, et elle dit, je cite, dans l'ensemble, je pense que Manon est une adversaire passionnante, elle est une véritable artiste martiale, elle n'est pas seulement une combattante ou une athlète, elle est tout cela à la fois. J'aime les filles qui savent frapper, j'aime les filles qui sont bien équilibrées en MMA, ce qu'elle est maintenant. Même sa petite attitude, sa démarche, c'est quelque chose qui me fait ressortir la compétitrice en moi et j'aime ça. On sait que des fois, il y a un peu de trash talk, des fois, il y a un peu de provoque, etc. Il y a pas mal de respect quand même d'un premier abord sur, je crois qu'en tout cas, c'est la première déclat officielle en prélude de ce combat. Il y a du respect, c'est intéressant. Ouais. Non, bah, moi, ça me fait plaisir parce que je considère aussi Rose comme une très grande combattante. Donc, forcément, ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Après, pour autant, ça ne va rien changer au moment où on rentrer dans la cage, mais ça fait toujours plaisir avant. Pas mal. Ça va être, ça va être un combat passionnant en tout cas. Et mon envie de voir le combat est encore plus rehaussée avec l'interview. Je ne suis pas toi, Lionel, mais voilà, je suis encore plus dans la dynamique là. Est-ce que tu as une dernière question, Lionel? Parce que moi, je pense avoir fait à peu près le tour avec Manon, pas la déranger plus. Non, écoute, non, pas de question. Bon courage. On sera devant de toute façon. Ça, c'est vraiment, voilà quoi. Et comme vient de le dire Clément, plus que jamais, encore plus qu'avant. Ouais, c'est clair. Nous n'avons donc plus, Lionel et moi, qu'à vous remercier. Manon Fiorot, donc numéro 2 mondial, je le rappelle, dans la catégorie dans laquelle elle va combattre face à Rose Namajunas. Ce sera à l'UFC Paris le 2 septembre prochain. Un combat qui, on l'imagine, va mener Manon en cas de victoire au title shot, ou en tout cas vraiment très très proche. On ne sait pas trop ce qu'il lancera par la suite. On verra ensuite, évidemment. Je visualise, après un KO de Manon, un call-out disant que maintenant la vainqueur de Grasso-Shevchenko, c'est pour moi. Ce serait évidemment crédible. Ça l'était déjà avant. Ça le serait encore plus après Rose. Évidemment, merci beaucoup Manon pour la disponibilité, la clarté des réponses. Et puis bon combat à vous à Paris. On va regarder ça de près, bien sûr. Merci. Merci Manon. Merci.